Voilà. 1080, 25 images par seconde, c'est parfait. Et voilà, 6 secondes, voilà, c'est parfait. Alors bon, je termine mon café. Bon, alors comme je disais, c'est super d'être tous ensemble. Ça arrive pas souvent. Et la fois passée, on était chez Bert, si tu te rappelles. Et voilà, donc on a parlé de tes expériences. Mais moi, pendant quelques années, je pensais souvent à ce que tu m'avais dit, surtout les anecdotes qu'on avait parlé, etc. Et donc ça a enclenché d'autres questions, et surtout que j'avais lu des livres sur d'autres, donc leur expérience, etc. Oui, et donc voilà. Chacun a une expérience. Enfin, ouais. On subit tous la même chose, mais on le ressent d'une façon différente et on voit les choses d'une façon différente. Ça dépend du caractère de chacun. Ouais. Alors, donc c'est pour ça qu'on est ici, pour que, premièrement, on a tous les outils comme il faut, et comme ça on pourra faire un film et peut-être l'envoyer. Parce que ceux qui ont de l'humour, ils prennent rien au sérieux. Ouais. Et même la mort, ils la prennent pas au sérieux. L'humour, c'est comme ça. Ouais. Mais ça s'acquiert pas. C'est un héritage. Tu l'as dans toi ou tu ne l'as pas. Mais quand tu l'as, ça aide. C'est ça que tu m'avais dit une fois. Tu m'as dit c'est l'humour qui t'a sauvé à Auschwitz. Ouais. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence? Et regarde, un peuple opprimé, on veut l'humour juif. Ouais. Hein, c'est déjà un des premiers qui a toujours dérouillé dans l'histoire, et c'est lui qui a le plus d'humour. C'est vrai. Tout à fait. Alors, on pensait, moi et Stéphane, que peut-être la meilleure chose, c'est que avant de poser des questions, tout ça. Avant que j'oublie, vous avez raison, avant que je sois trop. Donc tu racontes ce qui est arrivé, donc on va démarrer à ton arrestation. Tu poses des questions, parce que tu moi... préfères tu préfères parce que, oui. Ok. Alors vas-y, c'est-à-dire mon arrestation, moi j'étais... Attends Charlie, on démarre, mais je sais plus comment ça se démarre. Vas-y, déclenche. Je me souviens plus, je ne veux pas me... Attends, on va voir que le chronomètre s'est mis, ou tu vois le chronomètre 3, 4, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon, il est dans... Allez, c'est bon Charlie, on t'écoute. Ok, donc, bon, comme tu nous avais raconté la fois passée, on avait discuté de comment ils t'ont arrêté quand tu as essayé de franchir la frontière en Espagne, voilà. Et ensuite ton transfert vers Drancy, etc. Alors que mon acte était de partir, donc c'était un acte contre eux. Ouais. J'aurais pu être fusillé, c'était un acte de résistance que de vouloir échapper aux nazis. Ouais. Et quand ils ont dit que j'étais juif, j'ai eu la filière juive qui m'a sauvé la vie en fin de compte. Parce qu'en tant que juif, au lieu d'aller en prison, au lieu de tout ça, on m'a envoyé à Drancy, où après j'ai été déporté en Allemagne. Quelle année, quel mois, tu te rappelles? Oui, ça m'a quand même passé, ça m'a frappé. C'était en 43, en décembre. Décembre 43, c'est là que tu te fais arrêter en fuyant vers l'Espagne. Oui. Dans quelle ville? Sur la frontière espagnole. Oloron, pas loin de Oloron. D'accord. Ouais. Et donc tu avais dit la fois passée qu'ils t'ont même offert un job à Drancy pour rester à Drancy en tant que police. Police juive en fait. Juive, oui. Ouais, mais tu as refusé absolument quand tu as entendu qu'il faut mettre l'ordre. Je voulais pas aller contre mes frères. Ouais. Mais les gens à Drancy, est-ce qu'ils sont... J'étais déporté volontaire. Ouais, c'est ça. Et ils l'ont su, les gens, hein, ils l'ont su que tu t'es déporté. Il y en a quelques-uns qui l'ont su et qui m'ont après sauvé la vie. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ils se sont souvenus que tu n'avais pas voulu les... C'était l'équivalent des capots, les polices. Oui. La police juive. La police juive. Ils tapaient. Oui. Et j'ai eu des choses comme ça. Des fois, j'ai aidé des gens. Quand j'étais à Mérignac, j'étais en camp de concentration français, gardé par les gendarmes français. Il y avait eu un coup, un qui a fait une prière et l'autre j'ai vu ces lèvres qui ne voulaient pas dire qu'il était juif, mais j'ai vu ces lèvres qui bougeaient le temps de la prière. Il la faisait en lui-même. Et
Frankenberg, je m'appelle ça. Et bon, tout le monde pensait que c'était un traître, parce qu'il parlait pas bien français, il était allemand, c'était un juif allemand. On l'avait pris dans les bois parce qu'il était bûcheron. L'entraînement, c'était un ancien boxeur, il s'appelait Frankenberg. C'était un ancien boxeur dont l'entraînement des boxeurs, c'est beaucoup de battre des arbres, tout ça, pour les muscles et tout ça. Alors, nous, c'était un bon bûcheron. Et j'ai vu, moi, alors, quand j'avais de la nourriture, j'ai vu une fois, je mange moi, je vois qu'il me regarde et qu'il a faim. Ça m'a un peu coupé l'appétit. Je lui ai donné à manger. Et j'ai pris un poil l'habitude de lui donner à manger. Et quand je suis arrivé, après différentes péripéties, à Buchenwald, je suis sorti d'un wagon où j'étais titubant, il fallait donner sa chemise pour voir si on n'avait pas des poux dedans. Et le gars qui était là c'est lui, qui était là, qui était parce que comme c'était un juif allemand, il parlait bien la langue maternelle, et il travaillait un peu pour eux, il était chef pour eux de réception, de recevoir les autres déportés et tout. Alors il me tombe dans les bras, Charlie, tout ça, et je l'avais nourri et il m'a sauvé, quoi. C'est à ce moment-là qu'on faisait ceux qui allaient partir et ceux qui restaient travailler. Donc, et lui, il est rentré dans la baraque, il a vu le chef de la baraque, il a dit tu réponds de sa vie avec la tienne. D'accord. Avec ta vie, tu réponds de lui. Ouais. Alors, je pense que le chef, il faisait attention à moi. Et il y avait que des Hollandais là-dedans. Après, les SS sont arrivés, tous les Juifs, mais le Hollandais était goy. C'était pas des Juifs. Alors attends. Quelle date c'était ça? Tu te souviens la date? Ça l'arrivée c'est à Birkenau? C'était à Buchenwald. À Buchenwald. Toi, tu es resté tout le temps à Buchenwald? Non, moi je suis arrivé à Auschwitz, j'étais à Monowitz. Monowitz, c'était un camp à côté d'Auschwitz. C'est là où j'étais le plus. Mais c'était un camp de travail. De travail. Ouais. C'était moins d'extermination que de. J'ai eu la chance quand je suis sorti du wagon abruti pendant 3-4 jours, puis voyage dans des wagons à bestiaux, tu sais, dans les transports. Et je sors de là, le gars me demande Bérouf, mon métier. Alors, moi j'ai eu du voyageur de commerce. Alors, c'était un petit SS, il m'arrivait là. Je me rappelle, il y avait des gants verts, tu vois, les rondins verts, et puis la gant en manteau en cuir et tout. Et il me regarde comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu crois que je vais te faire? Il y avait un gars qui me traduisait. Tu crois que je vais te faire voyager pour me faire de la publicité de la réclame? Ouais. Donc il s'est marré en fait. J'ai fait marrer le SS. Ouais. Qui était pour dire, à gauche c'est la vie, à droite Ah, c'est lui qui décidait. Ouais. Il me regarde et il me dit, t'as de la chance que t'es grand et fort, tu pourras travailler pour Hitler. Il te dit ça? J'avais fait marrer le SS. Ouais. Et il me dit ça, t'as de la chance que t'es grand et fort, que tu pourras travailler pour moi. Moi j'avais 17-18 ans. Là. Ouais, donc t'étais fort, grand. Ouais, alors il m'a mis dans les. Et puis après, je me rappelle, c'était le premier soir. Et c'était un langue française. On m'appelait après dans le camp le grand français. Parce que comme à l'époque, on ne bouffait pas, j'étais mince. Ouais. Et puis grand. Bon, et je courais vite parce que je volais toujours des trucs, la soupe. Enfin, je faisais toujours des conneries, on me courait après avec des matraques et moi je courais pour prendre mon matraque. Alors, donc, dans le camp, on m'appelait de la langue française. Et un coup, moi j'ai placé un gars parce que il y avait ils faisaient de la boxe. J'ai trouvé un boxeur et je l'ai fait embaucher pour là. Et on me dit pour aller là, toi, des langues françaises, va laver les bidons qui arrivaient, c'était des fûts de 200 litres de soupe, tu vois. Ouais. Et il y avait un truc où il y avait de l'eau, un petit hangar comme ça, va rincer, laver le truc. Parce que moi j'étais grand, les juifs sont pas grands. Ouais. Au milieu d'un tas de juifs, j'ai toujours une tête un peu plus que beaucoup, en général, parce que. Alors moi, ça me tombait souvent sur moi, le plus grand, va faire la corvée de. Alors moi je vois de la soupe, je vais pour la renverser, il y a un gars qui était là à côté,
Il me dit la jette pas, la jette pas. J'ai dit, pourquoi t'en veux? Il dit, oh, chacun avait une gamelle de 2 litres, comme ça. Il me dit, ah oui, oui. Je dis, c'est pas bien, elle est dégueulasse, moi, je vous ai dit. C'était au fond de la... Alors, je renverse dans sa gamelle, ça faisait une gamelle de 2 litres, tu vois, comme ça. Ça va. En 2 secondes, il siffle ça. J'étais jeune, hein. Ouais. Je regarde, je dis, il y a combien de temps que tu es là? Il me dit 6 mois. Moi, je me dis, au bout de 2 mois, je vais être comme lui. Ouais. Et il me dit, tu as été gentil que tu m'as donné. Il me dit, on va rentrer dans ton... en gare où tu es. Tu vas dans ton blocos. Ils vont te demander si tu as un métier. Dis que tu as un métier. Ouais. Il ne dit pas que tu ne sais pas faire, tout ça. Dis que tu as un métier, sinon on va t'envoyer dans les commandos où on casse des pierres, où on fait des choses les plus lourdes. Ouais. Et si tu as un métier, tu peux... Alors, bon. Alors moi, il arrive le soir, mais un métier, on s'est appris le mot, quoi. Je dis, alors qu'est-ce que c'est Alors moi, je me dis, je dis, bah, attends, il y a des lits qui faisaient des planches comme ça, on dormait pas sur des lits, mais sur des châssis en bois comme ça. Je me dis, on doit les fabriquer quelque part, puis après il faisait froid, c'est les îles. La menuiserie, ça se fait pas dehors, ça se fait dans un hangar. Ouais. Alors je dis, comment on dit menuisier? Quand il me dit Tischler, je dis, bon, Tischler. Alors le gars, il arrive, il me dit, qu'est-ce que c'était? Tischler. Il me dit, j'ai pas besoin de Tischler, il me faut un Zimmermann. Je dis, bon, moi je dis, Zimmermann, okay. c'est... Alors, je savais pas ce que c'était. C'est pas menuisier aussi, Zimmermann? Hein? Zimmermann, ça veut pas dire menuisier? Charpentier. Ah, charpentier. Exact. Donc tu coupes. Charpentier. Charpentier, on faisait les menuisiers, c'est dans les trucs où... et charpentier, tu fais quand on fait les maisons, on fait qu'on fait pour monter les étages, les échafaudages. Ah, les échafaudages, ouais. Ça, c'est les charpentiers. Ouais. Parce qu'ils t'amènent des planches, tu mets des trucs pour faire des échafaudages, pour faire des travaux. Du coup, tu travailles dehors. Et du coup, tu travailles. Et je suis tombé là-dedans. Mais je suis bien tombé quand même parce que il y avait un commando de 4, on m'a affecté un commando de 4. Un commando quoi? Un commando de 4, ils avaient 4 hommes. D'accord. Et qui étaient des Zimmermann, qui étaient des charpentiers. D'accord. Et il y a un gars, il parlait très bien français, mais c'était un grec, Salonique. Mais beaucoup les Grecs parlent français. Dans les écoles, c'était des maîtres français. Alors, il me donne un clou, il me dit, t'as pas de clou, il me dit, t'as jamais... Il a vu directement que... Tu sais même pas planter un clou. Ouais. Il me dit, t'as de la chance que t'es français, que tu vas pouvoir me parler. Tu me racontes. Moi, je vais dire que c'est toi qui fais le travail, mais je le ferai. Et toi, tu me raconteras des histoires. Ouais, en français. En français. Ah, écoute, vraiment, des coups de bol là, terribles. Mais quand est-ce que tu t'es rendu compte parce qu'il y a un moment où vous vous êtes rendu compte que ceux qui ne travaillaient pas, ils étaient envoyés à Birkenau. Dans les... Moi déjà, alors le gars que je lui ai donné la soupe, il a dit surtout que tu as un métier. Ouais. Mais tu t'es rendu compte que les autres qui... Après j'ai su que tous les autres, qu'on rentrait par la porte et qu'on sortait par la cheminée. Ça se savait dans le camp, tout le monde le savait. Ça se savait dans le camp, ça se savait. Mais pas à Drancy. Je veux dire, ça c'est... Pas à Drancy, non. Ça c'est sûr. À Drancy, les gens pensaient qu'ils partaient comme des prisonniers. Dans un camp de concentration. Pour le travail. Ouais. Et tu pensais pas que tu peux pas imaginer que tu sors d'un wagon et qu'on te met dans une chambre à gaz. Ouais. On ne savait même pas que ça existait des chambres. On n'avait jamais entendu de chambre à gaz avant Auschwitz. Ouais. Et à l'intérieur du camp, on savait qu'il y avait des chambres à gaz, on savait qu'il y en avait qui étaient... À Auschwitz, on savait, parce qu'on voyait la... On savait tout. Il n'y a plus rien de... C'est tout, parce qu'il y avait des gars qui travaillaient, ça s'appelait les Sonderkommando, qui étaient affectés à déblayer les gens asphyxiés et les mettre dans des fours crématoires.
Et vous étiez en contact avec les Sonderkommando? Ils étaient pas... Les gars, les nouvelles se répandent vite. Ouais. Dans un camp, il y a toujours... mais moi, je vais te dire, moi j'étais la Gazette. Parce qu'en fin de compte, après j'ai fini comme charpentier, que j'avais une charrette. Et j'amenais des planches. Les planches, on les met sur une charrette. Ou des petits moteurs électriques, des machins parce qu'on construisait l'usine Idier Farben Industrie. C'était Bouna, ça s'appelait. Alors, c'était les fondations. Alors, les fondations, il fallait creuser la terre, il fallait faire le ciment. des ciments, un sac de ciment et tout ça. Moi, j'avais piqué un sac de ciment vide, et puis j'ai fait un trou. Toi qui s'est arrêté. Ça va peut-être. Vas-y, continue, Charlie, parce que moi J'ai fait un trou pour la tête et 2 trous pour les bras. Et je l'enfilais tout droit comme ça, tu vois, et je mettais ça en dessous de ma chemise pour avoir chaud, parce que le sac de ciment, tu as 2-3 épaisseurs de papier. Ouais. Et quand ça c'est pas collé l'un à l'autre, ça laisse de l'air entre les deux, ça te garde, c'est un des meilleurs isolants qui existent. Et comment tu as eu toutes ces idées-là? L'intelligence, ça, c'est La survie. Tu n'as pas autre chose à penser que ta survie. C'est un instinct c'est l'instinct, c'est l'instinct de conservation, et c'est de chacun son. Tu ressens les différemment. T'en as qui, t'es dans la merde, bon, tu nages dedans, tu pleures sur ton destin. Moi, ça m'a foutu la rage. Ils veulent ma peau, moi je voulais pas. Ouais. Et je passais mon temps à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, pour être mieux que fallait. Je réfléchissais, mais avec finesse, dans un sens, parce que j'avais que 16-17 ans. Je dis, bon, il y a un seul endroit où il faut survivre, il faut manger. Mais manger aussi, pas dehors, il y a de la neige, il y a un seul endroit, c'est la cuisine. Ouais. Où tu veux. Bon, et puis, mais moi, j'ai personne dans la cuisine. Il faut que quelqu'un m'aide, que je trouve. Alors bon, pour avoir un relais sur la cuisine, il faut que j'aille un gars à moi dans la cuisine. Pour que j'aie un gars à moi, il faut que j'en mette un. Et j'avais vu ceux qui lavaient les Kesselwäscher, qui lavaient les tonneaux. On prenait des boxeurs, des anciens boxeurs. Parce que le chef de camp, il aimait bien faire des exhibitions. Il y avait un ring et il faisait boxer j'ai eu Youn Pérez qui était là-bas. J'ai vu mourir, Youn Pérez. Qui était ancien champion du monde. Du monde? Du monde. Oui, il y a eu un film sur lui. C'est un juif français. Oui. C'est arabe. Arabe de séfarade. Ouais. Et le pauvre, il marchait pas bien parce que quand tu prends beaucoup des coups, tu as l'équilibre. L'équilibre et alors il marchait comme un marin, tu vois, chaque parce qu'à force de coups, mais il était champion du monde de poids moyen, je crois. Ouais. Et donc j'avais ces gens-là qui lavaient, je savais qu'on lavait, on les mettait à laver les tonneaux. Alors dans tous les convois qui venaient, j'allais demander est-ce qu'il y a un boxeur, Et là, il y a un convoi, il dit oui, il y en a celui-là. Il s'appelait, je me rappelle, Maurice Ben Gaillard. Maurice Ben Gaillard. Ben Gaillard. C'était un d'Afrique du Nord, un juif marocain. Ben, c'est les Marocains. Ouais. Et alors, je l'ai repéré, le gars, et il venait de Toulouse. Et moi, j'avais été aussi à Toulouse. Mais à Toulouse, j'allais me faire cirer les pompes. À l'époque, 15-16 ans, il y avait le coiffeur et il y avait le cireur en même temps. Il y avait des fauteuils à l'ancienne, on s'asseyait. La barbe, tout. La barbe et tout. Et moi, j'aimais bien qu'on me compte les cheveux, qu'on me cire les pompes, ça, j'adorais ça. Alors, et il y avait, et je savais qu'il y avait des boxeurs qui venaient là aussi, parce que c'était le coin chic où chez ce coiffeur, où un peu le gratin se rencontrait. Alors, je n'avais jamais vu, mais j'avais donc, par les gars du convoi, qu'il arrivait de Toulouse. Alors,
je le repère. Ah, j'y fonce dedans, je dis Maurice, Maurice. Il ne m'avait jamais vu. Qui t'es, toi? Je dis Charlie, le Toulousain. Ah, il dit excuse-moi, tu sais, j'arrive comme ça, je suis complètement. Tu m'en connais pas, mais bon, je fais que je suis son pote. Alors je le laisse mariner 2-3 jours, comme ça, il dit c'est dur. Il dit oui, c'est dur. J'ai dit alors viens. Et je l'amène là-bas où il y a les. Je dis, moi j'ai un boxeur. Maurice, mets-toi en garde. Hop, il se met en garde. Ouais. Hop, on l'a engagé. Alors après, je dis, t'es bien? Il me dit oui. Je dis, bon, bah. Je dis, maintenant, alors tous les soirs. Il dit, oui, mais je peux pas te l'amener. Faut que tu viennes chercher. Faut que tu viennes chercher. Je dis, bon, pique-moi la soupe, moi je viendrai la chercher. Tu vois, alors, pour avoir la soupe de là-bas, j'avais fait, j'ai un mec à moi fallait, j'avais que ça à faire. Ouais. À quel moment est-ce qu'ils ont tatoué quand tu as quand tu arrivais, tu n'as plus de nom. Ah, donc dès que tu as déjà que c'était déjà un peu frappé, quoi. Tu es déjà handicapé dans un sens, tu es déjà conditionné. Ouais. Voilà le nom exact. Tu es déjà conditionné en disant tu n'as plus de nom, tu as un numéro. Et toi, on le voit encore bien, c'est le 167 167 494. 494. Ouais. 94, Tu l'avais gravé sur la gamelle aussi, non? J'avais longtemps, non, j'avais une gamelle, vous n'avez rien. T'avais pas de gamelle? J'avais une gamelle quand même, oui, et moi j'avais une cuillère. J'avais piqué une cuillère, et je l'ai enveloppée dans les papiers. Ça te donnait l'impression qu'ils ont essayé d'humilier des Juifs. Est-ce que, enfin, je veux dire. Ah, non, les Allemands, psychologiquement, ouais. étaient très forts parce que quand tu arrives, quand tu enlèves tes vêtements, Ouais. qu'on te remet des vêtements de bagnard, Ouais. qu'on t'enlève ton nom et qu'on te met un numéro, c'est une attaque à ta personnalité. Ouais. Tu perds tout. Tu perds tout et tu perds tes repères et il faut avoir le tempérament solide pour. T'en as qui se remettaient pas de ça, qui se laissaient dépérir, tu vois, au lieu d'avoir un réflexe de lutter, qui se faisait mener par les événements, tandis que tu sais, il y a une ressource énorme dans un corps humain, mais c'est le cerveau qui t'as des gars qui étaient super athlétiques, que j'ai vu tomber comme une mouche, et puis des petits malins qui tenaient le coup, parce que c'est le mental. Moi j'ai vu qu'il y a un coup, j'avais même plus la force, parce que j'ai eu la dysenterie, quand j'ai échappé à la dysenterie, parce que c'est un copain qui m'a donné des suites de famille qui a réussi à me soigner, et un gars que j'avais donné à manger, que j'avais aidé, et en échange il m'a sauvé la vie. Tu vois, des choses qui me sont arrivées quand j'avais 17 ans, des retours de position, de façon de vivre, qui étaient vraiment gratifiantes, quoi. C'était une école de la vie, mais un peu dangereuse. Il ne fallait pas faire de conneries. Mais tu sentais que tous les jours, enfin, à ce rythme-là, ils te faisaient travailler de 4-5 heures du matin jusqu'à toute la journée. Et à ce rythme-là, donc tu devais sentir que tous les jours, tu te raffaiblissais un petit peu. Ah oui, parce que tu avais un petit morceau de pain comme ça et un petit morceau de margarine le matin. Et tu avais une soupe. Une soupe, c'était de l'eau. C'était de l'eau, tu vois. Avec des rutabagas qui nageaient dedans. C'était un peu d'eau chaude, c'était mieux. Voilà. Alors, il fallait tenir avec un petit quignon de pain et un petit morceau de margarine. C'était calculé pour pas que tu crèves de faim, mais pour pas que tu profites non plus. C'était le strict minimum. C'était dur, c'était pas un camp de concentration, c'était un camp d'extermination. C'était calculé pour que tu puisses travailler et puis que tu crèves. Mais donc tu te sentais pas en sécurité. Enfin, je veux dire. Si, je me sentais très en sécurité, j'étais bien gardé. Non, je veux dire, tu sais, ceux qui ont été mis pour le travail, je veux dire,
ils ne pouvaient pas se sentir, ah bon, ça va, j'ai été sélectionné pour le travail, donc je suis bien. Mais je veux dire, tous les jours, vu qu'on s'affaiblissait, C'est-à-dire que... il y avait des nouvelles sélections, non, je veux dire. Ah oui, il y avait des nouvelles sélections. Des nouvelles sélections. On nous faisait mettre à poil et on regardait si on avait encore... on nous regardait les fesses. Ouais. C'est là où il y a les réserves de graisse, de l'individu, de force. Ouais. Il fallait avoir des belles fesses là-bas. Mais c'est là où on jugeait, quoi. On jugeait à l'œil si tu... On regardait comme ça, on regardait les mains si tu avais encore les mains parce qu'il y était trop pour pouvoir travailler. C'était comme des animaux, quoi. Et c'était une sélection encore. Bon, où, ceux qui ne pouvaient pas, on les mettait dans un camion et puis on les envoyait à la chambre à gaz. Ouais. Et vous étiez en contact avec la hiérarchie, les SS du camp, les Allemands? Il n'y avait pas beaucoup besoin il y avait 1 ou 2 Allemands. C'était tout après des prisonniers qui étaient des capots. Ils avaient vidé les prisons de droit commun. Avec ces droits communs allemands, ils en ont fait des capots. Et c'est eux qui, en fin de compte, avec une dizaine d'Allemands, de vrais Allemands, ils pouvaient garder 10 000 personnes. Oui. Ils étaient armés, les mecs? Hein? Ils étaient armés, les mecs? Il y en avait qui étaient armés, mais il y avait des fils électriques. Des barrières électriques? Des barrières électriques. Donc vous ne pouvez pas s'échapper. Et il y avait des miradors. Ouais. Là où il y avait des gars armés avec des fusils qui te descendaient comme un lapin. Personne ne faisait le projet d'essayer de s'échapper dans le camp? Si, il s'échappait en touchant, il se suicidait en allant toucher C'était la seule façon. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à partir. On les a rattrapés, on les a pendus devant nous. Ouais. Il y en a un parce qu'il avait volé du poivre. Le poivre, c'était signe qu'on voulait se tirer parce que c'était du poivre pour que les chiens ne nous suivent pas. Ouais. Rien que d'avoir volé le poivre, on l'a pendu pour ça. Il y avait un règlement très dur, très strict. Donc une C'était pas des punition, vacances. Non. punition collective si donc il y avait. Pas collective, mais il montrait l'exemple. Ouais. Et pour foutre la trouille, il prendrait un mec pour. Moi, j'ai vu à la fin un SS rentrer, sortir son revolver, prendre un gars qui passait là et le tuer. Ouais. Et vous voyez, je plaisante pas, tout le monde dehors. Alors quand tu vois un gars qui prend et qui tue froidement un gars qui passait par là, par hasard, Ouais. Ça te fout les jetons. Ça. Ouais. Moi, je suis même pas parti par la porte, je me suis tiré par la fenêtre. J'avais mon chalet qui était pas loin de la fenêtre. Je vois la fenêtre, je me suis tiré par la fenêtre. Est-ce que tu as vu parce que quelquefois on entend des histoires qu'il y avait des SS qui avaient un peu d'humanité. Je veux dire, est-ce que tu as senti ou est-ce que tu en as trouvé un ou deux qui c'était tous des brutes, mais je veux dire qui avaient même un tout petit peu d'humanité, je veux dire. Non, où ils étaient froids. Je pense qu'ils étaient, c'est-à-dire Ils s'en foutaient. pour déjà être affecté à ce truc-là, il faut déjà être prédisposé à ce truc-là. Ouais. Tu vois, c'était. Et puis, quand tu es dans un endroit où la mort, où tu as le droit de vie et de mort, tu peux descendre un mec sans rendre compte, sans rien, tu deviens une machine, une bête, quoi. J'ai jamais vu rien. Aucune expression. J'avais un copain qui était un très bon peintre et des miniatures, tout ça, et il faisait le portrait des SS. Ouais. Et alors, le gars, quand il pose, il parle en fin de compte. Ça dure longtemps de poser. Il me disait, et tu sais, ils ont des ordres de tous nous descendre. On ne s'en sortira pas, Charlie. Et même pour pas que les autres voient ce qu'ils font dans le camp d'extermination, ils avaient l'ordre de tuer tout le monde avant que. Bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de témoignage. Qu'il n'y ait pas de... Alors moi, je lui ai dit, je m'en fous, je verrai bien le dernier jour. S'il y a une possibilité de me tirer, je le ferai. Donc,
Ben, j'avais ça ancré en moi. Tu perdais pas espoir. Je perdais pas espoir. Moi, je me rappelle, tu m'avais dit que tu t'es fait mal au pouce et que tu t'es ouvert le Oui, pouce. oui, oui. Et Youssef. Ouais. et que quelqu'un t'a dit, Oui. écoute, mets un peu de margarine Oui. hein, sur le pouce, Oui. comme ça va. C'était là. Il faut lui donner à manger aussi le pouce, Oui, oui. hein, comme ça il t'a dit. Oui. Alors moi ça m'a beaucoup marqué parce que est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un est-ce que c'était pas chacun pour soi? Non, tu sais ce qu'il y a. J'ai eu une fois, on s'affaiblissait de plus en plus parce que il fallait travailler et pas manger en conséquence. Et puis le froid et tout. Et moi, une fois, je suis tombé. On restait. Attends, on partait à travailler à 6 ou 7 heures du matin, mais on était déjà plus 4 heures. On restait 1 heure ou 2 à l'appel, debout, qui nous comptait. Tous les matins. Tous les matins. Alors, tu devais rester 1 heure par un grand froid et tout, immobile. Alors, tu en avais qui tombaient sur place. Ceux qui tombaient, foutaient dans la charrette et partaient au four comme à toi. Tu pouvais pas. On venait pas pour te soigner. Ça, vous le saviez, ça. Vous saviez tout. Vous saviez que si tu avais la moindre faiblesse, tu mourrais. Voilà, fallait pas Parce que j'en ai un, moi, qui s'est laissé tomber par terre. Berkies. C'est un juif hongrois qui était champion d'escrime. Tu vois, c'était pas une mauviette. Ouais. Le pauvre. Et il s'est laissé tomber par terre à côté de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? On va te tuer. Il dit, je peux plus, j'abandonne. J'ai dit, mais non, moi je vais t'aider. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas m'aider? Je vais t'aider à marcher. Il dit, mais tu peux me porter, toi tu peux à peine te porter, quoi. Il dit, j'en ai marre. C'était un suicide. Il savait ce qu'il avait. Il dit, tu iras retrouver ma fille, tu lui diras ce qui s'est passé. J'ai dit, comment? Il dit, toi, tu sortiras. Oh, non, ça c'est une drôle d'histoire. Ouais. Berkies. Bon, je suis revenu, tout ça. Mais les gens, tu sentais qu'il y avait quand même un esprit d'entraide entre les. Si tu mets des rats ensemble et que tu leur donnes pas à bouffer, ils vont s'entraider. Non, c'est vrai. Et on est pareil. Ouais, c'est vrai. Il y a pas les deux. Mais toi, t'étais pas comme ça. Hein? Toi, t'étais pas comme ça. Non, moi, j'étais pas comme ça. Ben, c'est une question de tempérament. Mais, ça aussi, ça a été une chance. Je supportais pas de voir quelqu'un d'être battu. Quand un gars prenait des coups, ça me faisait mal. Et quand moi, je prenais des coups, ça me faisait rien. À toi, ça ne faisait rien. Non, ça me... J'ai eu des coups de matraque partout, je sentais rien. Mais si je voyais un gars qu'on battait devant moi, j'avais mal pour lui. T'as de la compassion. La compassion. Et ça se commande pas. C'est dans... Tu l'as en toi, quoi. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai lu un livre de Primo Levi. Tu connais Primo Levi, l'écrivain? Il a écrit son expérience d'Auschwitz. Et il dit, ceux qui ont survécu, c'était ceux qui étaient les plus humains. Soit les très frimes. C'était pas ceux qui se comportaient comme des rats ou comme des égoïstes. Il dit, c'est eux qui ont survécu parce qu'ils gardaient en eux leur humanité et ça leur a donné une force terrible. Il dit, ceux qui sont allés à perdre leur humanité, à pas donner à manger, à pas partager ça, il dit, c'était les moins forts en réalité. Ils croyaient être les plus durs, et donc ils se fermaient à la compassion, et toi, tu es l'exemple même qu'il a raison. Et lui, pareil. Quand il y avait un faible à côté de lui, il essayait de l'aider. Même tu avais quasiment plus de force, mais tu laissais pas tomber un frère juif. Et il dit, et c'est ça qui nous a sauvés. C'est que les nazis voulaient qu'on soit plus des hommes, on est resté des mensch. Voilà. Et toi, c'est ce que tu racontes. Moi, j'avais justement... Alors, j'ai fait placer, pour laver les caissons, un boxeur, Maurice Ben-Gaïa. Je l'ai fait embaucher là, et après, je lui ai dit, il me dit, je vais prendre une gamelle de soupe tous les soirs. Il faut que tu viennes la chercher, moi je peux pas te l'appeler. Alors moi j'y vais, et et puis j'allais, puis je prenais la gamelle, puis je me sauvais, et puis il y avait un capot qui était là, qui ne te laissait pas approcher avec leur matraque, c'était un bout de tuyau d'arrosage, donc caoutchouc.
Et il me courait après. Moi, je croyais que Machiavel, enfin, la langue française, tout le monde me connaissait déjà dans le camp, je faisais la révolution. Et parce qu'il fallait survivre pour manger. Oui. C'était comme ça. Les capots, c'était des juifs ou c'était des... Non, c'était des Il a droits. dit les Allemands, les droits communs. Des droits Ah, communs. Il y a les prisonniers qu'on libère les prisons. Le chef, Les du criminels. camp, le chef du Ok. camp, il avait coupé sa femme en morceaux. Lui, on l'avait mis chef. Ouais. Et je te dis, c'était tous des droits communs. Des Des criminels, des criminels. criminels. Le Ouais. chef de l'autre, il avait ici, statut en allemand, ni Dieu ni maître, tous les Otto, il s'appelait. Otto. Pourquoi je te dis Otto? Un coup, je fais comme ça, et il y a un gars qui me court après, moi je crie Maurice, Maurice, c'était mon gars. Il arrive, il fait non, celui-là je le connais. Alors c'était son chef, c'était ce Otto. Alors je m'assieds, il me donne ma gamelle, je sors ma petite cuillère. Ouais. Il approche de moi, il me dit les autres, quand ils font à manger, ils mangent comme ça. Ouais. Pourquoi toi tu manges comme Otto te demande. Oui. L'allemand. L'Allemand. De droit, qui était Ouais. le capot. Et moi, ça m'avait un peu énervé parce que un gars il a voulu me frapper. Oui. Et moi, je l'ai évité, mais il y avait un gars qui me suivait en se disant il aura peut-être osé l'assaut. Lui, il a pris la matraque. Alors, je vois devant moi un gars qui veut me taper. Derrière moi, l'autre gars qui est allongé, qui a pris le coup. Je crie Maurice, Maurice, il y a un gars qui veut me tuer là. Ouais. Et lui, il arrive, enfin, il comprend, il dit que je suis son ami et qu'il me donne la soupe. Alors, je m'assieds, et puis je demande le gars, et puis je sors ma petite cuillère qui était enveloppée dans des papiers. Et il me dit, les autres, ils mangent comme ça, mais pourquoi toi, tu manges comme ça proprement? Moi, j'étais un peu là, je dis, les Allemands nous ont mis ici pour qu'on vive et qu'on meure comme des chiens. Moi, je ne mourrais pas comme un chien, je mourrais comme un homme. Mhm. Il me dit, j'aime pas les Français, j'aime que les communistes, les Russes. J'en ai une centaine qui m'aident, que j'aide. Il dit, mais si tu as besoin, tu viens, moi je te donnerai. Ça l'a marqué. Ce que tu lui as répondu, ça l'a marqué. Mhm. C'est fou. Alors j'ai allé à un copain, pourquoi je sais qu'il s'appelle Otto? On me dit, il s'appelle Otto. J'avais un copain qui était menuisier. Alors, mais le vrai, qui travaillait en menuiserie, j'ai dit, je lui ai fait faire une petite boîte de cigarettes. Et puis marqué Otto dessus. Je me suis dit, c'est le premier capot qui me donne un mot gentil. Alors je rencontre dans le camp et je lui donne. Il fait qu'est-ce que c'est? La boîte à cigarettes avec Otto. Je regarde le brodure et je vois une larme qui coule comme ça. Ah bon? Il me dit, ça fait 20 ans que je suis en prison. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. Ouais. Et lui, il t'a aidé après. Mhm. Et tu vois, il y a une psychologie Ouais. de rentrer dans les gens d'une façon, une petite boîte, un truc. Ouais. Mais. Et j'avais tout mon temps à penser qu'à ça. À penser qu'à ça et à penser aussi à une chose qui était primordiale. Quand je suis arrivé, j'avais 16-17 ans, tu distinguais pas les gens, c'était une boule. Tout le monde se tapait, se frappait parce que la misère attire la misère, la brutalité attire la brutalité. Donc c'est un milieu d'hommes, et d'hommes malheureux, et méchants. Il y a la méchanceté qui rentre dedans parce que l'homme a toujours besoin d'un exutoire, il y a toujours un en dessous de lui. Tu as toujours un chef, et toi t'emmerdes pas ton chef, mais t'emmerdes celui qui est en dessous. Ouais. Et là c'était pareil. T'étais brutal. On était brutal envers toi, mais toi t'étais brutal envers un autre. Ouais. Et alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai 16-17 ans, je suis gentil, je suis tout tendre, je suis pas un méchant, il faut pas que ça se voit. Sinon, je vais devenir la bête noire. Mhm. Tu vois, la réflexion. Ouais. Et donc, il faut que je change ma personnalité. Il faut que je me fasse un dur, qu'on croit que je suis un dur. Mhm. Il ne faut donc pas d'indulgence.
pas se laisser marcher sur les pieds. Ouais. Si un te touche, le repousser, pas accepter. Ouais. Et j'ai eu ça pendant tout le temps, défendre ton intégralité. Et quand je suis descendu après de Buchenwald, d'Auschwitz, on nous a envoyés à Buchenwald, et là on est resté 3-4 jours dans des wagons, des tombereaux, en mois de janvier. Il tombait de la neige, on avait mis nos petites couvertures au-dessus, et la neige fondue, on était grelottants. Le train s'est arrêté en Tchécoslovaquie, et ils ont distribué du pain. Alors il y avait du pain comme ça, il y avait. Mais les gens du tombeau, ils ont vu le pain, ils ont sauté pour y aller. Moi, j'ai sauté comme les autres. J'ai pris un pain, et un SS m'a attrapé, il m'a dit Schießenwald, on va me tuer tout de suite, reste là, on garde à vous et tout. Et puis il y en a d'autres qui sont revenus, je me suis rebarré, je n'attendais pas qu'ils viennent me tuer. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, Schießen? On va tirer dessus tout de suite. Schießen, c'est. Schießen tirer. Tirer, Schießen. Et pourquoi? Parce que j'avais volé du pain. Ah d'accord. Alors j'ai revolé un pain que j'ai mis dans ma chemise comme ça, et fallait pas qu'on te voie non plus. Quand tu vis dans un milieu d'affamés, si tu ne peux pas mettre le pain dans la bouche, il te lève de la bouche, comme je veux dire. Alors j'avais mis là, et puis et on était tout couvert, et j'ai réussi à manger mon pain, heureusement, parce qu'on est resté 4 jours comme ça, sans rien, quoi, sans manger. Donc j'avais ça quand même, que je m'étais. C'est à force de voler, de rabioter, de combine qu'on peut survivre. Comme que d'avoir mis ce boxeur pour qu'il me nourrisse après, tu vois, c'était. Il y a ça qui m'avait conservé. Et pendant que j'échafaudais ces choses-là, je ne m'étalais pas sur ma misère, sur ma condition. J'avais la rage de vivre. Donc tu comprends, tu es plus fort, tu penses plus vite, quand tu luttes, quoi. La lutte, c'est la vie en fin de compte. Pas rester amorphe et prendre les coups. Dans le camp, tu connaissais tout le monde connaissait tout le monde, où il y avait des parties, ou d'autres prisonniers, genre tellement de monde, tellement de. Moi, on me connaissait bien parce que, comme ça faisait, quand on voyait les SS qui couraient après moi, enfin les capots qui me couraient après, tout ça, je faisais des conneries, donc dans l'endroit de Françoise, j'étais connu pour ça. Mais dans les baraques, j'ai eu une fois, quand je suis arrivé de Auschwitz, qu'on a été à Buchenwald, quand je suis resté 3-4 jours dans ce wagon, je suis arrivé, on était allongés dans des chalets comme ça, et serrés les uns contre les autres, et les gars, ils me tapaient. J'avais mis mon chapeau sur les yeux, comme ça, on voyait, et j'étais un peu parti, quoi. Je voulais plus voir ce qui se passe, quoi. J'ai manqué de vigilance pendant 2 jours. Et on avait des chaussures, une caloche, des semelles en bois, tu vois. Et ça, on te les volait aux pieds. Moi, je l'avais pendu au-dessus de moi. C'était comme un compartiment, tu vois. Au-dessus de ma tête, j'avais mes galoches, parce qu'on pouvait me les voler à mes pieds. Je les avais mis au-dessus de ma tête. Et puis, Françoise, pousse-toi, des coups. Mais moi, j'étais dans mon trip, j'avais plus la force, quoi, de laisser faire un peu. Et au bout de 2 jours, j'ai dit, bon, faut pas que je me laisse aller. Alors, encore un coup, j'attrape ma galoche, le gars qui m'a fait le coup, bon, je lui donne un coup sur la tête. Ah ouais, tu l'as eu. Il pisse le sang, là-bas. Je dis, moi, je ne veux pas m'amuser à me donner un petit coup, tout ça. Je dis, moi, si on m'emmerde, je t'ouvre la tête. Après, quand je suis arrivé le soir pour me mettre à ma place, j'ai eu ma place des gens qui... Ah ouais Parce que, ouais.
Et le respect. Le respect. Le respect. C'est pas un discours qui te Ouais. Et j'étais jeune pour apprendre ces choses-là. Et je me rappelle de cet instant-là quand j'ai vu les heures s'écarter pour me laisser coucher. Ouais. Et c'était ça qui est le secret de la vie. Il fait froid dehors? Non, Non, pas trop chaud, pas Non. trop froid. D'accord. Ça va. Mais là, ça a dû monter un peu là. Est-ce que, alors combien de temps t'es resté en tout? trop longtemps. Bien Je sûr. crois que je suis resté 43, 45. 2 ans en tout. Attends, les Russes, ils sont arrivés. Parce que c'est les Russes qui sont arrivés à. Moi, c'est Patton. La Buchenwald, c'est les Américains. Ah, c'est les Américains qui sont Patton, arrivés. je me rappelle. Patton. Ouais. C'est un camp qui était habillé en cow-boy. Ouais. Tu l'as vu, toi. Tu l'as vu? Oui, oui. Ouais. Troupe de Patton. Ça avait le casque anglais, quoi, enfin américain. Ouais. Et lui, il portait comme ceux qui vont sur les chevaux, du cuir, sur des pantalons de cuir. Ouais. C'était les troupes de Patton. Parce que y a beaucoup qui sont morts à la libération, vu que les soldats donnaient à manger. À dans manger, des- voilà. Mais, Tu m'as compté le coup de manger qu'on t'a donné, tu n'as pas voulu le manger. oui, ils m'ont donné Ah, ils t'ont donné à manger. un pain. Ouais. Lui, c'est pas bête, il a dit si je le mange, je vais mourir. Ouais, ouais. C'est quoi ça? Il a C'est pas quoi? mangé, il a Du pain, un gros pain comme ça. un gros pain. Il aurait bien mangé, mais il a. Ah, tu dis, il faut pas que je mange trop vite, sinon ça va me rendre malade. Ouais. Attends, non, mais moi j'avais un gars. À la fin, j'ai sauvé un type, parce qu'à la fin, bon, c'est là qu'on est rentré dans un SS, il rentre dans le baraquement, il tue un mec, il dit tout le monde dehors. Et moi, il y avait un gars un Français, il me dit, je peux me cacher en dessous de toi? Et je dis, ouais, ça ne me gêne pas. Moi, je bouge pas. Et que moi, je bouge pas. Et alors, il s'est caché en dessous de mon lit. Et moi, je voulais pas bouger. Et la SS arrive, et il avait tué un mec, puis après, peut-être il gardait les balles parce que. Alors, il me dit, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Laisse-nous tranquille. On Ça est se en passe train bien, de- t'inquiète pas. Attends, tu passes devant la caméra, tu fous tout le film en l'air. Non, c'est bon, il fais filme attention. plus, je vois. Si, on filme. Ah bon, On filme, oui. on filme. Oui, Ah t'inquiète bon. pas. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Rien, je vais vous débarrasser. Merci. Ah, c'est gentil, d'accord. Merci. Alors, continue, Charlie. Donc, le SSRI, il lui restait des balles. Voilà. Et alors, il m'arrache il me dit, il faut sortir. Je dis, moi, non, je veux pas. Alors, il m'arrache et il me donne un coup de crosse. Et je tombe par terre, quoi. Et il m'a pas tiré dessus. Tu vois. Et il s'en va. Et l'autre, que j'avais caché, il ressort du gars, et puis il me tapote. Ouais. Il me réanime. Ouais. Alors, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors moi, j'avais du mal à marcher, parce que j'étais trop mec, quoi, je faisais 35 kilos. Et je me rappelle que pour monter, alors, il m'a pris comme ça, sur les épaules, quoi, et puis il m'a aidé à marcher. J'avais entendu que Nakash était un champion du monde de brasse papillon, un juif algérien. Charlie, je descends, faire mes courses, tu réponds au téléphone si ça sonne. D'accord. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Oui. Merci. Mais pas non plus. Non, merci, Lucien. Tu as tes clés? Oui, j'en ai- Tu reviens? oui. D'accord. Alors j'avais entendu que ce Nakash avait pris le revire, c'était la clinique des SS, là où ils se faisaient soigner tout ça. Il y avait des lits, il y avait des draps, il y avait tout ça. Et c'était un petit hôpital, quoi, de campagne. Et c'est Nakash qui avait investi cet endroit-là. Et il y avait un Américain, un soldat, lui avait donné du lait concentré en tube, là, les En poudre, ouais. en tube, et des nouilles, et il avait fait une soupe aux nouilles, je me rappelle. Et alors ça, j'ai mangé. Mais Ouais. le pain, j'avais peur, Ouais. parce que j'avais déjà fait la forteresse, j'étais à Bordeaux, au Fort du Var, j'avais déjà été dans les camps où
où on ne donnait pas à manger. Et je savais qu'il ne fallait pas remanger, parce qu'à la Libération, tu as des cas qui sont morts d'indigestion, d'avoir mangé, pas pouvoir digérer. Parce que quand tu es trop affaibli, que tu manges tout un pain ou un truc comme ça, c'est trop lourd. Et moi, j'ai mangé, alors je mangeais ça, je me rappelle, je me suis dit, ça ne peut pas faire de mal, c'est ce qu'on donne à des enfants, une soupe au lait. Ouais. C'était mon premier repas. Ouais. Et alors là, quand tu as vu Young Peretz mourir, ça c'est la Grande Marche, c'est ça? Ouais. Ça se passe de... La Grande Marche, c'est comme lui, il n'avait pas le sens de l'équilibre à cause des coups, il ne pouvait pas, il n'a pas pu, il est tombé. Donc ça, c'est-à-dire que la Grande Marche, les Allemands, quand ils ont vu qu'ils commençaient à perdre, que les Alliés se rapprochaient, ils vous ont évacué, c'est ça? Ils l'ont évacué. Et c'était des Jugend, des 15-16 ans, il n'y avait presque plus de c'est la jeunesse hitlérienne. Qui nous ont évacués. Pour marcher d'où à où? Pour marcher de Auschwitz, on est à Birkenau et jusqu'à Gleiwitz. Et là, Gleiwitz, on a eu un train. Parce qu'après, c'était la Libération, et on a eu un cas qui s'appelait Marcel Paul, qui était un ministre communiste. Ça dit quelque chose, ça, Marcel Paul? Non. Enfin, donc ça, c'est la guerre était finie? Oui, la guerre était finie, là, et il y avait Léon Blum qui était là aussi, à Auschwitz, pas à Auschwitz, mais à Buchenwald. Donc de là-bas, donc il y a eu la marche jusqu'au train, puis du train à Buchenwald, et c'est là que les Américains sont venus. Et voilà, c'est Patton qui a libéré Buchenwald. Et la Grande Marche, elle a duré combien de temps? Là, ça a duré 2 jours. Et c'est là que ça est tombé comme des mouches. Et ceux qui tombaient, Young Peretz est tombé. Moi, j'ai vu le SS lui foutre une balle dans la tête. Ça, moi, je marchais comme ça, et il était là, comme ça. Fallait pas tomber, quoi. Fallait marcher. Fallait pas tomber. Et attends, et on avait des galoches en bois. Et le bois, ça colle à la neige, ça tombait de la neige, elle était en 45. Et plus tu marchais, plus tu grandissais, tu vois, ça fallait secouer les pieds pour que la neige foute le camp. C'était pas de la tarte. Il fallait vraiment être... pas une question de force, mais enfin, moi je me rappelle que le gars que j'avais caché, donc le SS, il a voulu m'évacuer, moi j'ai pas voulu, il m'a foutu un coup de trosse, bon, l'autre m'a réanimé, et après j'avais entendu que Nakache était à se revire, alors il m'a aidé, il m'a conduit, et c'est là, je me rappelle, il y avait un escalier à monter, j'avais même pas la force de l'escalier, que j'ai monté avec la force des bras, que je levais mon pied comme ça, en le tirant sur ma jambe, et le gars qui me maintenait pour tenir. Je suis arrivé comme ça. Et là, c'est Nakache qui m'a récupéré, qui m'a mis dans un lit, et qui m'a donné la soupe. Bon, ça m'a réconforté. Et après, on est resté quelques jours comme ça, là. Et là, c'était la libération, mais merde. Et il y a eu encore une contre-offensive allemande. J'entendais le canon, j'ai dit merde, on va pas se faire encore. Et il y a une mort, et Nakache, il a pris un camion, il y a un Français qui nous ramène, un Américain, qui nous ramène en camion à la zone française. Dans un pays en Alsace. Alors, j'étais en pyjama, alors je me suis levé, j'ai dit je reste pas là. Il y avait des gars à côté qui dormaient, j'ai pris chez un endroit, j'ai piqué le pantalon, j'ai pris un autre truc, j'avais la couverture du lit, je l'ai mise comme un châle sur moi, et hop, j'ai cavalé, j'ai monté dans le camion. Je me rappelle, c'était des bancs, je ne pouvais pas rester assis, il n'y avait plus de fesses parce qu'elles étaient maigres, rien que ça faisait mal et tout. Et on a marché comme ça, et moi après il s'est arrêté où il y avait des Allemands, des civils allemands qui étaient là, et moi je suis descendu, j'aurais piqué à manger, il y avait des trucs.
Et puis il y a une femme qui m'a donné 1 litre de schnapp d'alcool d'alcool blanc, là, comme ça, de liqueur alsacienne. Ça, j'ai pas touché, j'ai pris une goutte, j'ai cru que j'avais déconné. Et ça, j'ai donné après à tous les gars, aux chauffeurs, tout ça. Après le chauffeur, il déconnait, et les copains, ils ont dit, il fallait que tu avais besoin de saouler le chauffeur. Moi, je me rappelle, tu m'avais dit qu'il y a un moment, tu étais au bout du rouleau, il y a 2 SS qui sont venus et qui t'ont dit allez à la marche, et tu as dit non, moi j'y vais pas. Là, voilà. Et tu leur as dit si vous voulez me tirer, tu peux tirer. Ouais. Et puis ils t'ont laissé, ils t'ont en fait laissé. C'est là qu'ils ils t'ont assommé. Ils m'ont assommé, voilà. Ouais. Comme les Américains, j'entendais le canon qui arrivait, ils ont gardé leurs balles, ils avaient peur, ils ont vu que je ne valais pas une balle, ils ont cru ils m'ont assommé, puis ils sont partis, quoi. Ça a duré. Et c'est le gars que moi j'avais caché, qui m'a ranimé et qui m'a amené là chez Nakash. Mais on a entendu, je veux dire, tu as dit que tu avais accès aux nouvelles, etc. Un peu. Est-ce que tu as entendu du débarquement en Normandie? Ça vous a donné beaucoup d'espoir? Oui, mais j'ai reçu que pas tout de suite, j'ai reçu peut-être 2-3 mois après. Ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi. Peut-être il n'y a plus de trucs. Hein. Ouais. Je vois que ça continue, mais... je viens de la relancer, mais c'est arrêté. C'est bon, moi la mienne elle continue. Alors, de toute façon, la mienne elle est en... De toute façon, on en a eu. Oui. C'est-à-dire, moi, j'avais une charrette, comme je livrais des planches pour les échafaudages. Ouais. Alors, on tirait une charrette. Et on était 4-5 à pousser une charrette. Ouais. Et où on mettait les moteurs électriques, enfin, tout ce qu'il y avait besoin pour la construction. Et alors donc j'alimentais tous les gars qui faisaient le terrassement et tout ça. Donc moi je voyais, alors je donnais des nouvelles à tout le monde parce que je voyais alors moi on me donnait des nouvelles aussi et ça circule toujours dans les uns aux autres on parlait, mais comme moi je me déplaçais beaucoup. Donc les gars ils m'attendaient, j'en ai vu des gars après, puis Charlie, je me rappelle, on attendait que tu arrives pour nous donner les nouvelles. Et vous avez entendu que pour les Allemands ça allait pas très bien après 44. Et donc, je disais c'est bientôt la fin, les Américains avancent, et voilà. Bien que c'était lent l'avancement. C'était pas un avancement très rapide. Là j'avais un Polonais, Youssef, qui poussait ma charrette aussi. Et il y a eu une flaque d'eau, et moi je fouille, après je lève la tête, je vois Youssef il fait le tour et il m'attend de l'autre côté. Ouais. Il me dit, toi le juif, tu peux pousser la charrette. Il dit, moi je ne veux pas mouiller les pieds. Ah ouais. Oh, j'ai vu rouge, il avait une tête de plus que moi, j'ai cru que je rentrais dans un ours. J'ai tombé dedans, et il a refermé les bras comme ça. Ouais. Et après il m'a repoussé, et je suis tombé, je me suis ouvert ici. C'est là que je me suis ouvert. Ah, c'est là que tu t'es ouvert. Sur un silex, un caillou. Alors il prend, il arrache un bout de sa chemise et il me fait un pansement. Ah bon? Il me dit, j'ai une tête de plus que toi, et regarde. Tu me rentres dedans. Il ne faut pas me dire juif. Ouais. Tu as dit, il ne faut pas me dire juif. En quoi vous parliez? En allemand, en petit. Ouais. L'allemand que j'ai appris là-bas, Youssef, il s'appelle. Il m'a sauvé la vie après. C'était aussi un échafaudage, c'était un déporté comme nous, quoi. Un déporté, ouais. Mais goy. Mais goy, ouais. Et je me suis endormi en haut d'un échafaudage et je commençais à me balancer comme ça et il m'a rattrapé. J'allais tomber dans le vide. Ouais. Pas engourdi par le froid et la fatigue, vous savez. Ouais. Et puis il m'a rattrapé comme ça. Ouais. Il me dit, mais c'est là qu'il m'a fait le pansement. Il m'a dit, je suis plus fort que toi, tu montes dedans. Ouais. Ah là là. Bon, enfin, c'était. Mais ça me déplaçait pendant. Bon, on se déplaçait, tout ça. Bon, on vivait, je vivais autrement. Tu vois. N'était pas se lamenter sur soi-même. Moi, je voulais juste dire, je sais que tu as encore des questions, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect psychologique. Que tu as dit que tu avais la rage de vivre et c'est ça qui t'a gardé.
Stéphane il m'avait dit que l'humour aussi, c'était un élément que tu utilisais. J'avais lu d'autres qui disaient que si tu avais comment dirais-je, un but dans la vie, qui t'accrochait. Non, c'est un truc. Tu es là. Ouais. Pour mourir, c'est un camp d'extermination, c'est pas un camp de vacances. Ouais. Alors, extermination, le but c'est de te tuer. Ouais. Ils veulent ta peau. Ouais. Moi, tu veux pas. Ouais. Le but, c'est de survivre, Survivre. à tout prix. Ouais. Tu vas pas leur donner la satisfaction. Voilà, exactement. C'est pas pour eux, c'est pour toi. Tu veux pas, tu veux pas. Tu veux pas, tu veux pas. Qui c'est qui veut mourir? Moi, une fois, je me rappelle, j'étais en hauteur, et il y avait de la neige, le froid. Je me tenais par une main comme ça, la rambarde, et je regardais en bas, et je me suis dit, si je lâche, je tombe, je me tue. Je dis, bon, j'aurais plus faim, j'aurais plus soif, j'aurais plus froid. Ouais. Qu'est-ce qui me retient à la vie? Ouais. C'est pour ma condition actuelle. J'ai qu'à lâcher la main et j'échappe à tout ça. Mhm. C'est le seul moment où j'ai pas songé au suicide. Ouais. Et puis l'instinct de conservation m'a maintenu malgré tout ce que je dis. Qu'est-ce qui me rattache à la misère? Ouais. C'est comme ça. C'est des instants comme ça aussi. Quand j'ai ouvert la tête au mec là à côté, enfin blessé la tête, et que je suis arrivé que le soir, que tu vois les gens qui s'écartent et qui te laissent ta place. Tu peux pas, quand tu avais dans un groupe comme ça, tu peux pas t'abandonner une seconde. Sinon, on te matraque. Ouais. Ouais. Faut pas avoir une seule faiblesse, parce que les autres ressentent cette faiblesse. Ouais. C'est ça que j'ai eu, moi, pendant plus d'un jour, je suis resté avec mon bonnet sur les yeux, je voulais plus voir, et puis là, il me donnait des coups, pousse-toi, t'es trop grand, t'es trop ci, t'es trop ça. Et après, pour que ça arrête, comme je t'ai donné un coup, après, tu peux pas faire un discours. Il faut me donner l'exemple tout de suite, comme ça. Et moi, je me rappelle aussi de la réflexion que j'avais 16 ans, ou 17 ans. J'ai dit, un monde de brutes comme ça, où c'est sauvage. Ouais. Et moi, je suis un tendre. Et si on trouve que je suis un tendre, je vais être la bête noire. Ouais. J'ai eu peur. C'était la peur de ça. J'ai dit, il faut donc que je déguise mon esprit, Ta nature. ma nature. Ouais, Il faut que je force ma nature, il faut que je joue un rôle. ouais. Est-ce que tu pensais à l'après? Tu avais comme l'espoir de la vie d'après, quand tout serait fini, après la guerre, quand vous serez sauvés de ça, Non, tu ne penses pas après, tu penses à sauver ta peau. Tu penses au jour le jour? Au jour le jour. Tu peux pas faire de... Quand tu as une menace de mort, mon copain me l'avait dit, celui qui m'avait fait la petite boîte, il dit, tu sais, ils ont des ordres, ils vont nous tuer jusqu'au dernier. Je dis, bon, moi je verrai bien le dernier jour, si je trouverai bien une combine pour y échapper. Donc, tu pensais pas du tout à la fin de la guerre? Tu disais pas un jour cette guerre sera terminée, si on la gagne, on sera vivant? Non, je pensais à sauver ma peau au jour. Ce que je ferai après, non. Parce que je te dis, nous on était dans la merde, que j'ai entendu que Perret était libéré déjà depuis 3 mois. Et nous, on était encore là-bas. Oui. Tu vois, il y a un décalage du moment. On était encore prisonniers là-bas en Allemagne, alors que la France était libérée. Ouais. Parce que quand les Américains arrivent, ça a mis quelques mois. Ouais. Ils ont été arrêtés sur la frontière et tout. Il y a eu une contre-offensive et tout. Dans les Ardennes? Dans les Ardennes. Pendant ce temps-là, moi j'étais à Buchenwald. Tu te rappelles le jour même de ta libération? Oui. Quel jour c'était, tu te rappelles? Le jour que c'était, non, mais... Quel mois? Mais c'était en 45. 45. En quel mois, tu te rappelles le mois? Je crois que c'était... décembre, je crois, c'était la fin. Ah, c'était vraiment la fin. Décembre 45. Décembre. Il faisait froid. Moi, je suis rentré en janvier. Donc tu es resté 1 an à Buchenwald. Oui. Attends, la fin de la guerre, c'était en mai 45, non? Oui. Et je sais pas. Oui, mai 45, oui. Mai 45. Moi, je suis rentré au mois d'avril. Ah, c'est ça. Avril. Ouais.
Au mois d'avril 46? Non, Tu dis décembre 45. Décembre 44 ou décembre 45? c'était décembre, non, décembre 44. Hein. Bon, je me rappelle que c'est Patton qui nous a libérés, quoi. Et de là, j'ai pris un camion jusqu'à Erfurt. Ouais. Erfurt. Et là, c'est Marcel Paul qui nous a envoyé un train hôpital à Erfurt, où alors on était dans des civières comme ça, ça s'accrochait dans le... Et je fais attention à tout. Et il y a un gars qui vient dire, oh, celui-là, 35 kilos, tout ça, on va lui faire une transfusion de sang. Ah, j'ai dit, ah non. Donnez-moi un beefsteak, moi le sang, pas tout ça. Ouais. Ouais. Et à l'autre, Toby qui arrive, bon, celui-là, il n'est pas trop malade, ça va. Ah, je voulais pas qu'on me touche, pas de transfusion, pas de tout ça, non. Et j'ai repris vite, comme ça. Donc ça, c'était à Erfurt. Et après, comment ça... Erfurt, le train est arrivé, ce train hôpital, et qui nous a ramené jusqu'à Paris. Je me rappelle, on m'avait donné un gâteau alsacien, un Kouglof. Moi, j'y touchais pas, et après, on nous a mis dans une ambulance pour nous emmener à l'hôpital, à la Salpêtrière. Oui. Et dans l'ambulance, il y avait une infirmière, et on était 4. Et j'ai donné mon Kouglof à l'infirmière, ils n'avaient pas tellement à manger non plus, Les civils. les civils. Ah, mais merci, je dis, écoutez, je vous donne ça, mais soyez gentils, prévenez ma famille que j'arrive. Et j'ai donné mon numéro mon adresse et mon téléphone. Alors le téléphone ne marchait plus, mais quelqu'un de la mairie, après, est venu prévenir à ma mère que j'étais à l'hôpital. Donc c'est une des premières qui est arrivée avec mon frère, qui est arrivée à la Salpêtrière. Ils sont passés devant mon lit, il a fallu que je les rappelle pour... Ah ouais, on t'a pas reconnu. Mais ta mère, elle a survécu toute la... Enfin, elle s'est jamais fait prise... Non, elle est partie en zone libre à Toulouse avec mon frère. Et Bevert, donc. Ouais. Elle s'est jamais fait prendre. Ouais. Et juste mon père et ma soeur. Ton père et ta soeur ont été déportés? Oui. Avant toi ou pendant que tu étais Avant. Ouais. Moi, je me rappelle, mon père me disait que le docteur, il avait dit à ta mère qu'il va pas s'en sortir, qu'il a 1 ou 2 semaines au maximum, Non, et il a refusé. Oui, non, quand je suis revenu, Ouais. je me rappelle, il faisait chaud. Et alors, déjà dans le lit, j'ai pas pu dormir. Je suis sorti du lit, j'ai mis le drap par terre, et je me suis allongé par terre. Chez toi, ça c'est quand tu es revenu chez toi? C'était quelle adresse? Tu te rappelles, c'était où? Quelle rue où vous habitait ta mère? Un pavillon, passage Popincourt. Rue de Dans le 20e, rue de l'Asile Popincourt, passage du chemin vert, dans le 11e. Dans le 11e, d'accord. Derrière la place Voltaire. D'accord. Ouais. Et Donc tu mets le drap par terre, tu t'es... voilà. Et je me tourne dans le lit, j'arrive pas à aller dormir sur des planches pendant un an. Alors il fallait une planche pour dormir. Ouais. Alors, quand ma mère m'a vu dormir par terre, elle s'est mise à pleurer. Ouais. Et après, elle m'a donné, elle m'a nourri toutes les 2 heures, comme un... Du beurre, c'est ça? Voilà, ouais. Elle mettait du beurre sur une cuillère. Il y avait un pâtissier qui me faisait des brioches au beurre et tout, qui me faisait spécialement pour moi. À l'époque, on se débrouillait, elle avait trouvé... elle me nourrissait comme un enfant. Ouais. Mais après, j'ai pris 30 kilos en un mois. Hein. Je faisais 35 quand je suis arrivé. Ouais. J'étais mince. Mais j'avais quand même la force. En fin de compte, c'est le mental, hein, c'est le moral. C'est ça qui tient. Tu peux changer la table. Alors, est-ce que tu veux qu'on revienne un petit peu avant la guerre? Vous étiez de Roumanie, c'est ça?
Toi, t'es né en France ou t'es né en Roumanie? En France, ma mère aussi, non. Ton père était un juif roumain. Non, mon père était un juif polonais. Le diamant, c'était un juif russe. C'est-à-dire, son nom, c'était quoi? Le nom de ton père, le prénom de ton père, c'était quoi? Jacques. Jacques. Et nom de famille? C'était pas Diamant. Diamant, c'est quand il est arrivé en France, non? qu'il a... Oui, il s'appelait Diamant, D-J-A-M-A-N-T. Ça, c'est polonais. Voilà. Et le russe. Russe. Le J russe et le I français. D'accord. Quand il s'est engagé volontaire à la guerre, il était là pour la guerre de 14, Oui. il s'est engagé et là, on lui a mis Diamant à la place de Diamant. D'accord. Et on dit le J, c'est le I en français. D'accord. Voilà. Et Donc, c'est là que deux jours après s'être engagé, et il y a eu un contrôle sanitaire et il est repassé devant un médecin juif oui. qui lui a dit qu'il était engagé pour faire la guerre. T'as du boulot à Paris? Il dit oui. Il dit bon, je vais te réformer, tu vas retourner travailler. Et alors, il a eu de la chance. Et ils l'ont renvoyé au lieu d'aller à la guerre. Il s'est mis à bosser. C'était quoi son métier? Il était casquetier. Casquetier, il faisait des casquettes. Casquetier. Ils étaient couturiers, quoi. Schneider. Et c'est après, donc après la guerre, ils apprenaient tous le métier de Schneider. confectionneur pour dire qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent travailler dans le monde entier. Comme les Juifs sont violonistes, ils ne peuvent pas tellement être pianistes parce qu'on ne peut pas voyager avec un piano. Ouais. Et il était né où en Pologne, ton père? À Chmielnik. C'est un petit village. D'accord. Et la grand-mère, Sitserski, elle épousait un diamant. Donc, le diamant, c'était un juif russe qui avait une barbe jusqu'à la ceinture. Ça, c'était ton père ou son père à lui? Mon grand-père. Ton grand-père. Tu les as connus? Non, tu les as pas connus? Non. J'ai connu que mes grands-parents roumains. D'accord. Mes grands-parents roumains, c'était Bernard Berkovitch, il s'appelait. Et c'est lui qui avait, il était roumain. De Roumanie, ils ont été en Argentine avec la grand-mère parce que c'était on leur a donné des terres. C'était le baron Hirsch à l'époque qui avait fait pour les Juifs des terres en Argentine avant qu'il existe Israël. Oui, bien sûr. Et la grand-mère, elle n'a pas supporté le climat. Alors, il était lui dresseur de chevaux en Argentine. Ça ne manque pas des chevaux en Argentine. Et alors, il est revenu là à Paris, puis et là, il a été pour l'exposition 1900. Et il avait amené l'Otsets. Le soda russe, c'était un brevet russe. Les bouteilles à ressort. Il a exposé ça, et ça a bien marché, qu'il a ouvert son frère à lui a ouvert une usine à Levallois d'Otsets, où il fabriquait les bouteilles d'Otsets, mais il ne les vendait pas, il les louait dans les cafés. C'est là qu'il avait une voiture à cheval, et il livrait tous les bistrots juifs, tous les petits cafés juifs, et on lui donnait un petit schnapps, Barrel. Il s'endormait, et puis c'est le cheval qui rentrait à l'écurie. Il traversait le bois de Vincennes, c'est moi tout petit, j'adorais cette histoire, que le cheval, il rentre toujours tout seul à l'écurie. Il connaissait le chemin. Il connaissait le chemin, et alors mon grand-père, il dormait sur la banquette, et le cheval, il rentrait à la maison. Et donc, alors ça c'était le père de ta mère, donc ta mère et ton père se rencontrent en quelle année? Après la Première Guerre mondiale, donc? Oui. Mon père partait... c'était de Pologne pour aller, il passait par Paris pour aller au Havre prendre le bateau pour l'Amérique. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Ils émigraient par bateau. Et là, lui, il a travaillé à Paris. Et alors, l'eau de sel s'était fabriquée dans une usine.
Et donc mon grand-père, il avait pris un restaurant en face de l'usine de son frère. Son frère a dit ouvre un restaurant en face, les ouvriers viendront manger dans ton restaurant. Et mon père est venu enlever des métaux, des déchets dans l'usine, et il a été mangé au restaurant en face. Il a été servi par ma mère qui aidait ses parents. Ah, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Quelle année ils se sont mariés, tu te rappelles? Elle était née en 1901. Elle avait 16 ans. Donc en 16 ans et 3 mois quand elle a eu une dispense. Elle a dû demander une dispense à l'époque, pour se marier. Elle s'est mariée très jeune. Alors, elle devait être en 16, en 17, 18, un peu. Donc ta mère était née en France. Donc elle te parlait en français. Parce que mes grands-parents avaient fait l'exposition en 1900. Ah oui, et ils avaient trouvé, Berrellet, il a trouvé que c'était bien la vie en France. Et ils sont restés en France. Donc elle te parlait en français et ton père te parlait en yiddish? Mon père parlait parfaitement français aussi. Ah oui. Parce que mon père était un érudit. Il avait fait la yeshiva en Pologne. Ah. Et j'ai dit pourquoi il dit parce qu'il n'y avait pas d'école pour les juifs, c'était que la yeshiva, on ne pouvait pas aller dans l'école profane, on ne les prenait pas en Pologne. Et c'est ça le miracle, c'est qu'il a rencontré Lénine. Lénine a été expulsé de Russie. Oui. Et mis en résidence à Varsovie. Et mon père sortait de la yeshiva et distribuait des tracts communistes. C'était un communiste, mon père. Il est sorti de la yeshiva révolutionnaire. D'accord. Et il était pris en train de distribuer des tracts. Donc il était arrêté. Et à l'époque, on transférait d'une prison à une autre entre deux gendarmes à cheval et le prisonnier au milieu à pied, avec les chaînes. Et il a traversé un petit village où était un cousin à moi, Sitserski, qui a vu mon père, comme ça, et qui a entrepris à la vodka les gardiens, et puis il a refilé de l'argent et il a fait mon père qui s'évade. Et il a dit qu'il faut tirer de là maintenant. Et c'est de là qu'il est parti. Il a traversé une rivière, il ne savait pas nager, et il a traversé une rivière. Comment t'as fait? Il dit, je sais pas. Il a réussi. Il a réussi. Et il est arrivé comme ça, c'était le chemin pour aller en Amérique, par Paris. Et à Paris, il a travaillé un peu, il a été enlevé les métaux. Et il a mangé dans l'usine, dans le restaurant en face de l'usine, et c'est ma mère qui l'a servi à table, et c'est là qu'ils sont tombés. Et c'est là qu'il a pu, donc il n'est pas parti, il est resté à Paris. C'est comme ça que les histoires se font. Donc toi, t'es né en... Ma mère était donc déjà née en 1901, elle est née en 1901, à Paris. Ta sœur, c'était ta grande sœur, celle qui a été Et ma déportée. grande sœur. Comment elle s'appelait? C'est Anna. Anna. On avait 7 ans de différence. Et toi, t'es né en 25? 25. 25? Fin 25, je suis né en décembre 25. Décembre 25. 21 décembre. Alors, tu vois, c'est facile à compter, 25, jusqu'à 2000, ça fait 75, et 75 plus 17. T'as la bonne mémoire encore, Charlie, c'est ça qui compte. Hein. Oui, quand tu c'est une façon de compter. Oui, c'est la mémoire qui compte, c'est pas l'âge. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voulait te demander encore comme question? Moi, Quand j'étais libéré, j'étais très content. Ouais. Ah oui, on a entendu de la révolte de Varsovie, parce que ça c'était un événement incroyable, vu que les Juifs en général, et jusque maintenant, les gens ils pensent que les Juifs ils allaient comme ça, comme les bêtes. Mais Varsovie, c'était un groupe de Juifs résistants qui ont tué pris les armes, ça c'était bien.
Et vous avez entendu de ça ou ça c'est pas vraiment... Si, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais en fin de compte, quand on est... on aurait pu se révolter, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas révolté. Ouais. Il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas des types qui faisaient des complots, qui disaient on va se révolter, on va prendre des armes, un truc. Non. Personne. Ouais. Mais vous étiez que entre juifs ou il y avait des mélanges, à part les capots? Oui, il y avait des mélanges, il y avait des... Il y avait des prisonniers de guerre. Il y avait des prisonniers de guerre russes. Donc eux non plus, même avec l'expérience militaire et tout ça, eux non plus, ils n'ont pas... Non. Parce qu'à Sobibor, c'est les militaires russes juifs qui ont fait les plans, ils sont organisés, etc., pour prendre le camp. Sobibor, ils l'ont complètement pris. Ouais. Et alors après la guerre, donc bien après, alors tu rencontres les tu maries. Après, tu n'avais pas de problème pour travailler avec les Allemands, tout ça? Tu n'as jamais eu de haine envers eux? Non. Et pourquoi? Comment t'expliques? C'était plus la même génération. Ouais. Après, c'est deux générations. Les Allemands de maintenant, c'est pas... c'est une facette de l'allemand. Est-ce que c'est dans leur âme? Est-ce que c'est dans leur comportement? Pour suivre Hitler. Ouais. Lui-même n'était pas allemand. Parce qu'il y a eu un équilibre. T'étais pas aigri, t'étais pas après la guerre, une fois que c'était fini, tu as pas Non, moi non. J'ai eu des copains qui n'étaient pas encore libérés, voilà. Qui libres n'étaient pas encore libres. Ah, voilà. Moi, dès que j'étais libre tout de suite. J'ai pas eu de séquelles. Ouais. Ni séquelles, ni complexes. Ouais. J'étais heureux d'avoir sauvé ma peau, c'est tout. En vouloir ceux qui ont... la plupart des capots, ils ont été tués quand les camps étaient libérés. Et puis, les nazis... je peux évidemment leur en vouloir, hein, mais j'ai pas de haine, Non, je pense à ma peau, c'est tout le restant, c'est une facette de l'individu, comme je te dis. Quand je suis resté 2 jours que j'ai pas eu de vigilance, même mes propres frères m'auraient tapé dessus. Ouais. C'est dans la nature humaine. Tu peux pas dire l'un il est plus que l'autre. L'Allemand a peut-être est plus prédisposé parce qu'il a plus le sens de la discipline. Ils t'obéissent. D'obéir. Mais c'est marrant parce que ce que tu racontes, ce qui t'a sauvé pendant toute la déportation, c'est aussi ce qui fait que tu as repris après ta vie avec t'avais l'humour, t'avais la gentillesse, t'étais pas une ordure, t'as jamais été une ordure. Et donc après, t'as retrouvé la vie, la belle vie. La vraie vie, j'ai pas été marqué, ni affaibli, ni aigri, non, c'est pas... Parce Moi, j'ai plus de batterie, là. Moi, ça va, j'ai tout. Ouais. Après, tu sais, la vie, c'est plus fort que tout. Ouais. Ça prend le dessus. Ouais. Et l'humour, ça t'aide beaucoup. L'humour, c'est une arme. Ouais. Une arme fantastique. Tu prends rien au sérieux avec l'humour. Même la mort, tu la prends pas au sérieux. Tu ne penses jamais que ça va t'arriver, c'est ça dans l'individu. Tu ne penses jamais. On est avec la mort. Ouais. On n'y pense pas. C'est ce qui nous sauve. Et l'humour aussi. Une fois, j'avais volé des oignons. Je me rappelle, parce que je mettais une ficelle en bas de mon pantalon, ça faisait un réservoir, j'avais pu mettre les oignons pour pas que ça tombe, tu vois. Ouais. Et puis je mangeais l'oignon, mais comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu n'avais pas du pain, tu n'avais pas tout ça, j'avais volé de l'oignon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'oignon. Alors, je pleure, et puis je suis content. Je me disais, merde, je suis plus en train de pleurer, je suis comme... c'est mon plus grand... Si je pleure et pendant je suis content. C'est mon plus grand moment d'humour, ça. Ouais. Quelque chose. Alors, c'est des choses que tu ne penses pas à ta misère, à ta... Oui, bien sûr. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête.
Donc tu n'en voulais pas aux Allemands et ni aux Français, parce que les Français, ils étaient pas, enfin ils ont aussi beaucoup aidé. Les Français, quand j'étais en camp de concentration à Mérignac, ce sont les gendarmes français qui me gardaient. Ouais. C'est les Français. Ouais. Ils ont été les complices des Allemands. Ouais. Les gendarmes les Français. Antisémites. Antisémites, hein. Ah bon? T'as eu des expériences d'antisémitisme de la part de l'administration française Ah à oui. l'époque? Même déjà pour se mettre aux ordres des Allemands comme ça, même devancer ce que demanderaient les Allemands. Oui. Et toi, t'as vu des exemples précis de l'antisémitisme? Oui. Qu'ils ont aidé les Allemands. Regarde le Veldiv, Ouais. les fêtes sont là, c'est tout. Ton père et ta sœur ont été arrêtés pendant le Veldiv? Pendant la rafle? Mon père a été arrêté au début. Lui était réfugié politique, comme il était communiste. Ah oui. Il le cherchait en particulier déjà. Et ma sœur était arrêtée en même temps que moi sur la frontière espagnole. Ah d'accord, elle était arrêtée. Elle partait, c'est à cause d'elle d'ailleurs que je suis parti. Elle est partie pour rejoindre son mari en Espagne. Et j'ai dit, je ne vais pas te laisser aller tout seul, il faut marcher et tout ça, je vais t'aider. Et tout ça, on a été pris sur la frontière. Le passeur était un donneur et il jouait sur les deux hommes. Ah merde. Donc de là, j'ai été mis à Mérignac, c'était un camp de concentration à côté. Moi, j'ai fait la forteresse à Bordeaux. Et après, comme juif, au lieu d'être résistant, j'aurais dû être fusillé. On m'a envoyé après dans la filière allemande pour les juifs. C'était Drancy et la déportation. Drancy, t'es resté combien de temps? Une semaine, pas. Ah oui, c'était rapide. Quelques jours. Après, je suis parti en convoi. Je suis resté plus parce qu'on m'avait proposé de rester, mais je voulais que ma soeur puisse rester aussi. Et donc, quand elle a été déportée, moi je suis parti. Ils voulaient me garder dans la police juive, mais je n'ai pas. Ouais. Et c'est après, les gars, ils m'ont aidé. Il y en a qui m'ont dit, c'est toi qui as refusé, on va t'aider. Et là-bas, quand on t'aidait, c'était important. Bien sûr. Ouais. Mais après, tu penses à... Quand tu penses à survivre, le soir, je réfléchissais. Comment faire? Comme dire, bon, il faut à manger, c'est un endroit, c'est la cuisine. Donc il me faut un mec. Je connais personne, il faut que j'en mette un. Voilà, tout par déduction, par tout ça. Et pour monter des combines, tu ne penses pas à ton état, tu as un projet. Ça te sauve en fait, c'était ça le projet, c'était survivre. Organiser la survie. Organiser la survie. Ceux qui étaient religieux à Auschwitz et tout ça, comment ils expliquaient que Dieu, il peut... Ils n'expliquaient pas religieux, ils continuaient à prier. Ils continuaient... Alors moi, je sais pourquoi, parce que moi, je faisais le guet. Pour les religieux, il y avait 5-6 qui priaient. Et moi, je guettais qu'on ne vienne pas les déranger pendant qu'ils faisaient la prière. Donc parce qu'ils même n'avaient pas le droit de prier, évidemment. Même dans cet enfer, ils continuaient, ils avaient la foi que d'une certaine manière, Dieu était présent. Je sais pas, peut-être qu'ils priaient pour pouvoir s'en sortir, par intérêt. Il y en a qui priaient, je me rappelle, parce qu'on dormait par deux, par châssis comme ça. Et j'ai eu un petit rabbin hongrois. Il me disait, Mankin, je crois qu'on est mort et qu'on est en enfer. Ah ouais? Mon enfant, je crois qu'on est mort et qu'on est en enfer. Un petit vieux, il s'est redinqué, c'était pauvre. Fallait pouvoir s'adapter. T'en avais où tu t'adaptais, où tu tombais comme une mouche au bout de 2-3 jours. Tu sais, il n'y avait pas de demi-mesure. Comme je te dis, quand je vois les gens s'écarter, parce que tu peux t'imposer, si tu ne t'imposes pas, on t'écrase.
c'est une force de se... Il faut savoir louvoyer, il faut avoir aussi une certaine psychologie. Comme quand ce auto m'a aidé, que j'ai fait un cadeau, tout ça, bon, c'est des choses... pendant que tu fais ces choses-là, tu ne penses pas à ta propre misère, tu évolues. Et la rage, comme je l'ai dit, je ne veux pas mourir comme un chien parce que tu avais une vie de chien. Mais moi, je mangeais proprement, malgré la faim, malgré tout ça, c'était une discipline. Quand il n'y avait pas d'eau, je me frictionnais avec la neige et tout, pour être en condition. Tu le faisais naturellement, c'était pas, tu disais pas il faut que je fasse ça pour survivre, c'est l'instinct, tu fais ça. Et toi tu le faisais, d'autres ne le faisaient pas, donc toi ça voilà, oui. Toi, chacun a une. Tu sais, on va voir un tableau, on le voit différemment, chacun subit les choses d'une façon différente. T'en as, ça les anéantit, t'en as, ça leur donne de la rage. Chacun selon ses moyens. Comme quand j'ai vu, quand je suis resté une journée allongé là comme ça, quand je me suis abandonné, on a commencé à me frapper, sans qu'ils me voient, ils le sentaient. C'est animal. Et après, quand il a vu mes yeux, et il a vu son destin tout de suite, et bien, tout de suite, ça s'est remis tout de suite en place. Mais il faut être vigilant, sinon tu ne peux pas faire à moitié. Et une certaine compassion que j'avais aussi, parce que j'ai aidé des gens, j'ai sauvé des gens qui après m'ont sauvé de moi-même. Là, tu m'as raconté l'autre fois, mais je ne sais plus si on l'avait sur la caméra, ça, quand tu es revenu donc, après la déportation et que tout le monde te disait raconte. Dis ce que tu répondais. Si je reste 8 jours sans manquer, après je te raconterai. Reviens me voir dans 8 jours. Parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre. Non. On ne peut pas comprendre ni imaginer ces choses-là. Et puis tes réactions sont différentes parce que c'est des choses qui ne se sont jamais trouvées dans l'existence. C'est comme ça. On revit ces choses-là. Et alors, tu te rappelles après, en 1948, quand ils ont créé Israël, tu te souviens de ce que ça vous a fait ou pas? Vous y avez pensé ou pas? Vous êtes dit plus jamais on nous fera ça, on a une armée, tout ça ou... Ça c'est évident. Tous les juifs ont pensé ça. Je ne sais pas ce que pense chaque juif. Moi j'ai pensé ça, mais... T'as mis en rapport la création d'Israël et ce qui t'était arrivé pendant la guerre à la déportation? Oui, parce toi il y a un refuge, on est devenu quelque chose. Avant qu'on n'était rien. Là ici tu as une ambassade, tu as quelque chose, tu peux te retrancher sur quelque chose, tu peux te diriger vers quelque chose. Mais avant, le juif, qu'on lui tapait dessus, sur qui il pouvait s'appuyer sur quoi? Il y a quand même une évolution. C'est vrai que sans pays, tu es... Je veux dire, le jour où ils ont annoncé, là, en 48, donc en 48, tu étais déjà adulte, un jeune adulte, donc vous avez suivi tout ça et vous êtes dit, maintenant on ne fera plus... Non, je vais te dire, l'histoire est comme elle est. Chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a une famine, qu'il y a des grands événements, des grands malheurs, ça retombe toujours sur les Juifs. Qu'il y ait Israël ou qu'il n'y ait pas Israël, ça a toujours été comme ça. Et ça va continuer. Moi, je ne trouve pas ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours l'exutoire, voilà. On tape sur le plus faible, et le plus faible, c'est nous. On a toujours été élus en étant les plus faibles. C'est comme ça, pourtant on est les plus érudits, les peuples du livre et tout, et c'est comme ça. Donc maintenant on tape de retour, quand ils essaient de nous... ça ne cesse pas. C'est ça qui a changé, c'est que maintenant, vu qu'on a une armée... Ben oui, et qui c'est qui a fait une armée forte? C'est les Arabes. S'il n'y avait pas eu les Arabes, Israël n'aurait jamais une armée si forte que ça. C'est parce qu'il y a tellement d'ennemis qu'on est obligé, c'est des obligations d'être fort. Et la chance d'avoir l'intelligence, de pouvoir... il y a un petit pays comme ça qui est environné que
qui a toutes ses frontières, qui est obligé de garder toutes ses frontières. Il n'y a pas une seule frontière qui est sûre. Ça t'enrage un peu que les médias et tout ça, et certains pays essayent de dire que l'Holocauste c'est une exagération, que c'est... tu sais, ils essayent même de nier l'histoire et tout ça. Qu'est-ce que... Moi, j'ai pas 36 trucs. Ouais. Il y a un mot, tant qu'il y aura des veuilles, ils seront toujours, tu sais. Ouais. Ils vont essayer de dire que... Ouais. Parce qu'ils nient l'Holocauste des Arméniens avec les Turcs. Oui. Donc, même chose. Ouais. Mais bon, non, mais nous, on est les clients pour ça. Ouais. Et n'importe quel événement, ça se tourne toujours après, c'est la faute des Juifs. Ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais. C'est une règle générale. Ouais. Pour moi, et je suis jamais étonné de ça, parce que je suis pas que... je suis spectateur de ça, mais je m'attends à ça. Je pense pas autrement. Les questions que Yoni avait préparées. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense, oui, bah, hein, des questions. T'as d'autres souvenirs que tu veux raconter, Charlie? Non, ça va. C'est déjà pas mal comme ça. On a bien parlé, là. C'est bien, je m'en souviens encore, tous ces trucs. Ah ouais, j'en reviens pas, comme tu te souviens. Tu te souviens les noms, des types. T'as revu des gens après la guerre ou pas? Non, maintenant. T'as plus jamais revu? Il n'y a plus de... Des types qui avaient été avec toi, qui avaient été déportés, des amis, Ils sont tous morts, la plupart sont morts. Oui. Moi, j'étais très jeune. T'es un des très rares à avoir survécu. Ah oui, parce que j'ai été déporté jeune. T'en as qui ont été déportés plus âgés, tout ça. C'est plus dur pour eux. La cage, tous ces... voilà. Il y a des gens qui sont morts. Ah oui, ils sont morts, ils s'en sont pas sortis. Oui, je suis mort et une Pérez qui on l'a tué. Et puis il y en a eu d'autres aussi, qui étaient plus âgés. Moi j'avais 17-18 ans. Bon ben, et moi, plus jeune quand même. Hein. Bon. Et une fois qu'on était libérés, moi j'ai eu des amis qui n'étaient pas libérés, qui étaient libres, mais qui n'étaient pas libérés dans leur tête. Ouais. Qui a toujours été, j'étais sur eux. Moi, dès que, moi, c'était comme un oiseau en cage, dès que j'étais libéré, j'ai pas eu de poids sur mes épaules, j'ai pas eu de séquelles, ça m'a pas tourmenté, quoi. T'as réussi à t'adapter. Voilà. Et... Ce truc-là, cette aventure qui m'est arrivée de ce juif hongrois, qui était, j'ai dit son nom, je ne me rappelle plus maintenant. C'est pas grave, on va le retrouver. Ouais. Et qui m'avait dit, tu raconteras tout à ma fille. Et tu as été voir la fille ou pas, du coup? Alors, après, elle est racontée, je t'ai pas fait. Puis une nuit, j'ai rêvé de lui, Berkes. Dit, tu m'as promis et tu n'as pas été. Je me suis fait comme un dingue. Il dit, tu m'as promis. Je l'ai revu dans un rêve et tu m'as promis et tu n'as pas été. Alors j'ai été trouver cette fille, Berkes. Comment tu as fait pour la retrouver? Et j'ai retrouvé, je ne me rappelle plus. Et je lui ai dit, écoutez, voilà les derniers instants de votre père. J'ai tardé à venir vous le dire, mais ce n'est pas facile à dire. Elle me dit, oui, je comprends. Elle me dit, mais c'est bizarre quand même que vous tombiez là, parce que je suis justement en train de faire des papiers, et j'avais besoin d'un témoignage pour un héritage, pour l'héritage de mon père, d'un témoignage de sa disparition. Et vous êtes le témoin rêvé de... Alors j'ai pu lui faire une attestation. Elle dit, c'est bizarre, vous tombiez juste à ce moment. Juste au moment. C'est fou, ça. C'est dingue, ça. Alors c'était bien tombé, j'ai pu lui dire. Ouais. Donc ça lui a fait de la peine et ça lui a rendu service juste à ce moment-là.
Ouais. T'étais croyant ou pas? Tu t'es dit tous les miracles, toi t'étais croyant ou pas? Non, Tu t'es pas dit tous les miracles, c'est Dieu qui moi, met? je c'est suis Dieu qui- très croyant en moi-même. Tu croyais en toi, ta propre Croire- force. Croire en soi. Ouais. Croire en des miracles d'autres. Même pas croire que je suis chanceux, non. Je te dis, puisqu'une fois je me tenais comme ça, je dis j'ai qu'à lâcher, et je me laisse tomber, et c'est fini. J'ai pas faim, j'ai plus soif, j'ai plus froid. Qu'est-ce qui me tient à la vie? Ben, on tient à la vie, c'est tout. Et puis que j'étais un peu bandit dans le sens que je cherchais toujours des combines pour survivre, pour avoir plus à manger, quoi. Je me rappelle, j'ai eu un cousin à moi qui était quand on nous a évacués de Buchenwald, il y avait un gars qui marchait devant moi, qui avait un sac à dos, et dedans il y avait une poche où il y avait du pain qui dépassait. Et, alors tu penses que moi, j'ai volé son pain. Et j'ai un cousin qui était sur une voiture, il dit « Charlie, viens, on va nous amener, on n'a plus besoin de marcher. » Le pauvre, on les a amenés au four crématoire, oui, ils ne savaient pas. Ah oui, Et moi, j'ai dit « Non, non, moi je suivais le gars qui avait le pain. avait Il y a le pain. pas. Qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Et si j'aurais été avec lui, t'as des choses comme ça. C'est pas croyant ça, mais c'est des hasards de la vie. C'est un destin, quoi. Quand tu as ça aussi en toi, et puis quand tu penses à faire des combines, tu ne penses pas à ce que tu es malheureux, à ce que tu as froid, ou tout ça. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Ouais. D'ailleurs, donc ça te renforce dans ce que tu es. Et puis, en fin de compte, c'est un plaisir. Ce que tu vis, tu manges, tu voles, tu pour survivre, ou le fait d'échafauder, de mettre un gars là-bas où tu as besoin d'avoir un complice, de te faire engager toi-même pour le fabriquer toi-même, c'est tout des trucs que ça se fait pas en 5 minutes, c'est des plans, il fallait trouver dans chaque convoi le gars qu'il me fallait. Et ça, t'aimais ça, échafauder des plans. Ça, il y avait une forme de plaisir qui te maintenait aussi en vie. Ben oui, parce que c'était l'intérêt d'avoir à manger. C'était vital. C'est pas un amusement, c'était vital. Et pendant que tu pensais à chaque... Il fallait que je trouve un boxeur. C'est pas facile, ça. Et j'ai trouvé. Et de le faire rentrer. Et que lui me veuille que je ça. Et que l'autre qui me voit manger avec ma petite cuillère, c'est des trucs. C'est le bon mot au bon moment. C'est pas fini? Ah ben non, c'est une longue histoire, chérie. Attends, maintenant il faut qu'il raconte votre mariage et les balades à 18 ans, et il voulait pas... C'est la deuxième partie de la vidéo, c'est que... C'est pas le sujet, lui, tu l'interroges. Si, parce que ça, ils m'ont raconté, c'était fabuleux. Ça a duré déjà quand on était à Deauville il y a 1 an ou il y a 2 ans. Toutes leurs rencontres. Ah ouais? Parce que ça, c'est après comment il est rentré dans la famille Zagdanski. Il avait dit, elle avait 16 ans, 17 ans, c'était la plus belle juive de toute la France. Il n'y en avait pas 2 comme elle. C'était la Marilyn Monroe juive, on l'appelait, t'attends. Et qu'elle lui a dit épouse-moi, et lui dit non, attends, je prends encore un peu de bon temps et ça. Et elle lui court après et tout ça. Ils ont été à Nice, c'est ça, la voiture, il était avec Bébert, il avait des voitures de lui. Ça serait fabuleux à raconter. Si t'es en forme, vas-y, hein, moi j'ai déjà. Non, mais c'est pas fini encore. Si, ça y est, Paris a été libéré. Attends, parce que dis donc. Non, ça va, Charlie, ça te déprime pas? Non, pas du tout. Ça m'a pas Il a déprimé. une mémoire extraordinaire, il se rappelle de tout. Hein. Ben oui, c'est du vécu. C'est du... ça, tu peux le dire. Quelque chose. Mais oui, mais quand t'as l'esprit, c'est l'esprit qui guide le... Ouais, ça c'est très important ce que tu racontes. Quand t'as l'intérêt de dire... c'est un instinct de survie, c'est très fort. Ouais. Très, très fort. C'est la tête qui dirige le corps. Oui. Et la psychologie des gens, de ton entourage, et de masquer tes faiblesses, de créer un personnage. Ouais. En fin de compte, quand il m'appelait der Lange Franzose,
c'était pas péjoratif, c'était presque admiratif. Voilà. C'était le grand français, Le grand français. le baraqué. Voilà. Celui qui court, qui fait toujours des conneries. Ça, t'avais déjà raconté du début à la fin ou pas à quelqu'un? À tes filles, à Lucienne? Tu vas téléphoner, Charlie? Hein? Non, il y a pas de... Alors, tu sais qu'on a rendez-vous à 1h. Ah, Allez, ouais. moi je vais aller récupérer la petite. Ok, allez. Alors, donc toi, tu as tout sur... Ah, moi j'ai tout des débuts à la fin. Je vais dire combien de temps on a parlé. On a 1h44. 1h44 Ouais. Ah bon? Bah oui. Oh, on a dû commencer tôt alors. Ok. Bah, c'est bien. Je vais, 1h44, bah dis donc, de parlotte. Oui. ouais. Il a tout raconté. T'as rien oublié, Charlie? Non. Profite un peu sûr. Non, il n'a rien oublié. T'as rien oublié. Il me répète toujours la même chose, c'est fini. Allez, Allez, c'est fini. bon. C'est fini. Alors, attends, Merci. tu veux boire quelque chose, tu veux manger. Elle aime les fraises, la petite? Comment vous allez à chercher la... Jojo après ma série. Oui, oui, bien sûr, je vais chercher. Comment vous y allez en... Oui. Bon, on va aller Ah, avec avec la Jojo. voiture Jojo, oui. Ok, Parce c'est- que David, il vient pas ici, il va des... Alors moi je repars à pied parce que ma voiture est chez Jojo et moi je repars avec la petite et Jojo il va venir vous chercher après, d'accord? Il m'attend pour que je récupère la petite. Ok. Comment, j'ai pas compris. Moi cet Toi, après-midi tu je prends la petite avec moi et je vais à Vincennes. Moi je viens pas avec vous. Donc Jojo, c'est comme Jojo qui nous amène, Oui. il faut que je sois revenu pour qu'il me donne la petite et qu'après il vienne vous chercher. Ah bah oui. Parce que la petite elle peut pas rester toute seule. Ah bah écoute. Et moi j'ai ma voiture en bas de chez Jojo. Ah bah c'est bien, Voilà. c'est bien. Donc c'est pour ça que je te dis on y va maintenant et puis On y va et moi, vous attendez nous, on Jojo. attend Jojo qui vient. Exactement. On attend Jojo. Ça marche. Bon, bah, c'est- Allez, j'éteins la caméra. C'est bon. Éteins, il a tout dit. Dis ta date de naissance, le jour et le mois qu'on se souvienne. Moi, je suis né il y a très longtemps. T'as dit décembre 1925. Le 21. 21 décembre 21 décembre Charlie, 1925. Oh, merci Ouais. Charlie. Il y en a qu'un qui peut dire je suis Charlie. Le vrai. Le vrai. C'est toi. Pourquoi il y en a un autre? Non, c'est lui. Parce que tout le monde disait je suis Charlie après les attentats. Oui. Ça leur coûte rien. Ah. Eux, ils allaient dans la rue, ils disaient je suis Charlie. J'ai dit ça, tu sais que j'ai Le raconté, vrai, le vrai. j'ai raconté son histoire, pas son histoire, j'ai raconté parce que je connaissais pas tous les détails. Il m'avait raconté l'histoire de reviens dans 8 jours, tu vas pas manger. Ouais. J'ai raconté à une conférence. Je t'ai pas envoyé la vidéo, je l'ai raconté devant des 500 personnes. Ah ouais? C'était parce que j'ai fait une grande conférence sur l'antisémitisme, tout ça, les Allemands, la philosophie, Oui. tout ça. Et il se trouve que c'était peu après les attentats de Charlie et tout ça. Ah ouais. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit mon oncle, j'ai dit j'ai un oncle qui s'appelle Charles. J'ai tout raconté. J'ai dit c'est le mari de la petite sœur de mon père. Ouais. J'ai dit il a été à Auschwitz, il est revenu d'Auschwitz. Et quand on lui demandait raconte, il disait, parce que Charlie m'avait raconté, il disait pour dire les mecs, ils sous prétexte qu'on a tué des 10 mecs au cachère, il dit oui, on est tous des juifs allemands, on est tous comme les juifs. Qu'est-ce qu'ils sont comme les juifs? Le lendemain, ils reviennent antisémites, tout ça, ils sont rien, ils n'ont pas vécu, ils savent pas ce que c'est. Ouais. Et donc j'ai raconté l'histoire. Et j'ai dit lui, mon oncle, je lui ai dit mon oncle, je connais, il s'appelle Charles Diamant. J'ai pas dit il s'appelle Charles, j'ai dit il s'appelle Charles Diamant. Je dis moi depuis que je suis né, je l'appelle Charlie. Oui. Je dis, donc pour moi, mon oncle c'est Charlie, il n'y a qu'un seul Charlie. Je dis lui, on lui aurait pas dit oui, moi je suis comme toi Charlie, je te comprends, je suis toi, je suis comme toi, je suis Charlie. Et lui non, on lui disait raconte, il disait tu vas d'abord pendant une semaine, tu manges pas, Tu manges pas, tu bois pas, tu reviens là, je te raconterai. Ah, ça c'est bien de. Je l'ai raconté d'abord, c'est en vidéo, C'est lui qui dit ça. Bien sûr. Ouais, c'est bien dit. Mais c'est bien dit, mais là c'était pour leur dire ne croyez pas que vous pouvez comprendre ce qu'ont vécu les Juifs. Oui, Voilà, c'est vrai. voilà. Ce que les Juifs, quand ils étaient déportés, ont vécu, personne ne peut comprendre. Ah, Ouais, oui. ouais. Allez, Allez. j'arrête la caméra.